Est-ce qu'on va, comme ça, hésiter avant de faire une blague, avant de dire certaines choses et est-ce qu'on a raison de le faire est-ce que ce serait céder à l'intimidation que de, tout à coup, de se demander si on doit faire telle blague ou dire certaines choses? Moi, ça, j'y crois pas du tout parce que je crois que nous sommes incapables de faire autre chose que ça, en fait. Nous sommes incapables de faire autre chose que de débattre entre nous, d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Nous sommes incapables de nous taire, même si à un moment donné, la peur fait que nous gardons le silence ou que nous essayons de trouver les mots justes pour penser justement à la situation que nous vivons. Mais la liberté de ton, la liberté d'expression, l'humour, la critique, la satire, l'ironie sont des choses qui sont intimement inscrites dans notre culture. Et a fortiori, lorsqu'on est artiste intellectuel, ce sont nos armes à nous. Donc je n'y crois pas vraiment à cette idée d'une démission. Parce qu'encore une fois, j'ai profondément confiance en notre capacité à être juste face à Catherine Clément. Bon, la France a été aussi un pays de délateurs. Donc il faut quand même se méfier. La délation fait partie intégrante de l'essence française. C'est triste à dire, mais il ne faut pas l'oublier. Il faut s'en méfier encore plus. Qu'est-ce que vous appelez la délation La dénonciation. Oui, non, une partie des miens est morte à Auschwitz sur dénonciation, voilà. Non, mais qu'est-ce que vous appelez la dénonciation aujourd'hui, Catherine Clément? Ce serait dénoncer telle blague de mauvais goût? Non, dénoncer telle personne. Oui. Dénoncer telle personne, le voisin, le commerçant X, ça, je pense que ça peut se répandre comme une traînée de poudre et je pense qu'il faut se méfier de ça autant que des mesures sécuritaires dont il ne faut pas en accepter une de plus, pas une seule. Il faut tenir bon là-dessus. Je pense qu'on le dira dimanche, j'espère qu'on le dira dimanche. Sur la tentation de renier nos libertés, d'abord la liberté d'expression. Alors justement, Gérald Garoutier ou François Espéré, Gérald? Moi, je pense qu'il faut quand même se méfier. On a fêté en plein d'occasions et assez étrangement le centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Jaurès, qui était pacifiste, a été assassiné. Et en quelques jours, et en 10 ans l'honorer, les 3/4 des gens qui étaient avec lui pour la paix sont devenus pour la guerre. Les caricaturistes tenants de la liberté ont été assassinés. Et il n'est pas impossible qu'après quelques jours de grands discours généraux sur la liberté, on prenne des mesures très concrètes de restriction de la liberté de tous, qui seront peut-être pas des restrictions de la liberté de créer ou de s'exprimer, mais qui seront des restrictions qui vont frapper les gens du quotidien, sur des questions d'écoute, des questions de garde à vue, etc. Je pense qu'il faut être très vigilant là-dessus et qu'il n'est pas impossible que se passe quelque chose d'assez tragique, à savoir que germent des lois objectivement liberticides sur le terreau de ces morts-là, de gens qui étaient avant tout des gens anards dans l'esprit et qui avaient absolument la liberté à cœur et qui pensaient que ce n'est pas la sécurité qui est la première des libertés, mais la liberté qui est la première des sécurités. Ces gens-là pensaient ça et je pense que si on ne fait pas attention, on peut glisser. Vous en venez tous à ces libertés qui consistent, nos libertés républicaines. Je voudrais qu'on reste un moment sur cette liberté d'expression dont tout le monde aujourd'hui, là aussi, en fait un principe. On dit tous, c'est la liberté d'expression qu'on attaque et c'est la liberté d'expression qu'on défend. Mais au fond, est-ce que nous-mêmes, tous, nous ne faisons pas attention tout le temps? Et est-ce que nous avons raison de faire attention? Est-ce qu'il faut que nous fassions encore plus attention par peur de froisser qui que ce soit? Ou au contraire, il faut que nous fassions moins attention pour que chacun prenne l'habitude qu'on peut dire qu'il n'y a pas de sacré, qu'on peut choquer. Éric Dupond-Moretti. Je voudrais rappeler qu'au moment où les caricatures ont été publiées, ce sont des caricatures danoises, Charlie les reprend à son compte. Il y a une polémique en disant mais vous provoquez. Une polémique franco-française. Hein. Il faut s'en souvenir de ça. D'ailleurs, Jeannette Bougrab, bouleversante, a rappelé à quel point Charlie Hebdo n'a pas été toujours soutenu, défendu. Et c'est une réalité. D'ailleurs, Charlie Hebdo a été assigné aussi. Donc c'est pour ça que je vous pose cette question. Alors, et cette question, évidemment, elle mérite d'autant plus d'être posée qu'après les attentats, est-ce qu'il n'y a pas un risque supplémentaire d'autocensure? La question est posée. Et je pense que dans nos esprits, évidemment qu'un journal va réfléchir à 2 fois aujourd'hui avant de publier ce que peut-être avant les attentats
cet attentat, il l'aurait publié. Catherine Clément. Je pense à une défense, ça va paraître anecdotique ce que je dis, mais une défense qui serait pas mauvaise, qui serait de reprendre l'aspect, la paillardise des gens de Charlie. C'est-à-dire, soyons grossiers, parlons de cul. Vous avez vu ce que Wolinski a dit à sa femme, là. Je saurais même plus le redire tellement c'est grossier, mais peut-être que quelqu'un pourra s'en souvenir. Mais ça me paraît une défense. Et puis en plus, c'est une tradition révolutionnaire, française. Je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup, beaucoup moins bien élevé. Beaucoup plus grossier que ça. François, cela dit, c'est pas sur la paillardise qu'on peut faire des spécialement reproches sur aujourd'hui. Si. Le aussi. rire François quand même- Guéry. Est-ce que le rire n'est pas le correctif de quelque chose qui serait insultant si on le prononçait avec un air furibond? Le simple fait de rire de soi, de ce qu'on dit. Parce que dans cette affaire, il y a bien eu quelque chose qui a été tenu pour insulte. Une cabale, d'ailleurs, dans les pays orientaux, a orchestré cette réception comme insulte des caricatures. En principe, une caricature fait rire, elle n'est pas sérieuse. Donc, elle ne devrait pas avoir la portée d'une insulte. Et donc, je pense que c'est le rire lui-même qui est la solution pacificatrice des rapports entre communautés qui sont censés se ménager. Mais dès le moment où on parle en riant des défauts des autres, c'est par exemple le cas de l'humour raciste, comme on dit, les juifs eux-mêmes racontent beaucoup de blagues anti-juives, etc. Donc il y a cette ambiance où devient acceptable ce qui pourrait être un rejet de l'autre, et c'est pourquoi je pense que le rire ne peut pas sortir vaincu d'une épreuve comme celle-là. Et vous savez bien que tout le monde ne trouve pas drôle les mêmes choses et que ce qui fait rire l'un ne fait pas rire l'autre. Et que donc la question du rire, y compris du rire, se pose de toute manière. Et elle se posera dans les jours qui viennent, dans les semaines, dans les mois. Gérald Je Garuti. me permets de ne pas être tout à fait d'accord. Il me semble qu'au contraire, le rire n'est pas pacificateur, mais qu'il est une arme. Et que en tout cas, c'est bien comme ça qu'il est perçu. Et là, pour le coup, je parle du point de vue, par exemple, du théâtre où le rire est actif, où, eh bien, précisément, il a une forme de violence, mais une violence qui est censée se désamorcer elle-même et qui est perçue comme pure violence. L'humour qu'on fait sur soi est une chose, la caricature qu'on fait sur d'autres en est une autre. Donc il me semble néanmoins que se taire, c'est-à-dire étouffer le rire, serait capituler absolument. Et que l'enjeu, c'est au contraire d'être encore plus actif, de résister. Ça n'exclut pas une forme de vigilance et d'attention, c'est-à-dire des formes de protection, non pas de restriction de liberté, mais je pense là à une forme de vigilance collective également. Et je pense qu'il faut être encore plus actif. Je pense que ça me rappelle cette anecdote, pour le coup, plantue, à qui un ministre avait reproché d'être représenté avec des mouches autour. Il avait fait envoyer par pli, par un officier de police, un ordre d'enlever des mouches, et Planton avait rajouté 2. Eh bien, il me semble que ce type de geste, après, cela suppose effectivement des mesures de protection autour, mais je crois que céder sur ce que, effectivement, nous sommes, pas seulement en tant que Français, là je me permets de le dire, pour moi c'est une question de civilisation. C'est-à-dire que cela traverse. D'ailleurs, pas de civilisation au sens d'Huntington, de clash de civilisation, absolument pas. J'entends et j'assume des civilisations contre barbarie, c'est-à-dire qui traversent l'ensemble des différentes cultures. Il y a, en un sens, ceux qui sont pour une idée de la dignité humaine, raccordée à la liberté, au droit, à la valeur de l'individu, à l'autonomie. Et cela traverse différentes cultures. Et il y a des régimes qui sont, ou des ordres de pensée qui sont des ordres de pensée de répression et de tyrannie. Et à mon avis, et là c'est pour le coup une réponse à la question que vous posiez, l'enjeu c'est de se reconnaître. Se reconnaître, cela signifie se compter à travers les différents clivages, à travers les différentes familles politiques, à travers les différentes religions, justement trouver ce socle commun. Et à partir de là, je pense que, et pour le coup, c'est ce que dit Lorenzo de Médicis, je ne méprise point les hommes, je les connais. Je sais très bien qu'il y en a très peu de très méchants, beaucoup de lâches et un grand nombre d'indifférents. Eh bien, si de ce grand nombre d'indifférents, à partir du choc de la peur, de cette terreur-là, l'éveil qui est possible à partir de là, c'est ce sentiment d'union et de communion. Et c'est cette possibilité de prendre conscience de ce qui nous fonde, de cette conscience de ce qu'est justement l'esprit critique, l'indépendance, le rire, cette fonction-là. Et à partir de là, d'arriver à déterminer ce qui nous unit, au-delà des différentes religions. Je pense que déjà c'est un gain immense. Et c'est déjà une forme de résistance, c'est déjà une forme de dépassement de la peur et de conversion en action.
Oui, Michael Sessel. le rire, de toute façon, a une fonction, disons, de désacralisation. Et par conséquent, puisque c'est quand même de cela qu'on parle au départ, du blasphème, enfin, qu'on parle, c'est de cela que les terroristes se sont revendiqués pour justifier leur acte, qui n'était pas justifiable. Le rire, effectivement, adressé à ce qui, pour certains, peut être un objet ou est un objet de croyance, a un effet désacralisant. Il faut, je crois, et ça c'est la conscience de tous les croyants, et pas spécifiquement des musulmans, accepter, même pour le croyant, d'être offensé dans sa foi. C'est malgré tout le prix à payer, je dirais, de la démocratie. Maintenant, vous parlez de la question de la liberté d'expression et de la tentation qui sera la nôtre aujourd'hui dans le contexte actuel de nous censurer nous-mêmes par peur. Bon. J'ai pas le sentiment que ce soit véritablement la caractéristique de nos sociétés, parce qu'avant ces événements tragiques, il faut pas tout de même avoir aussi la mémoire, nous étions plutôt face, je crois, enfin je suis même convaincu, à une sorte de déferlement de paroles alors concernant l'immigration, concernant l'islam, de paroles, de textes, de déclarations et de romans, dans lesquels la liberté d'expression n'était pas menacée. Je sais bien qu'on a fait toute une affaire du fait que Éric Zemmour, en l'occurrence, ait été débarqué, je crois, d'e-télévision, mais enfin comme il reste RTL, France 2, TF1, Le Figaro. C'est vraiment utile de parler de ça ce soir. Non, bien sûr, ça n'est pas. Enfin, si oui, c'est utile parce que ces pas événements. De ce type-là, s'il vous plaît. Non, bien sûr, mais ces événements viennent quand même, qui concernent l'islam, puisqu'on parle de la peur aujourd'hui, et on a oublié de dire quand même que l'objet de la peur qui nous est montré médiatiquement, c'est l'islam en général. Bon, il faut l'évoquer, je crois. Donc, non pas sa personne, mais le fait que la liberté d'expression, qui ne veut pas dire le droit de dire n'importe quoi malgré tout, qui veut dire quand même le fait de ne pas être poursuivi ou de ne pas être, évidemment, ça va de soi, attaqué pour ses paroles. La liberté d'expression ne semble quand même pas être la chose dans ce domaine-là qui, le surmoi, si vous voulez, concernant les questions de l'islam ou de la religion, n'est pas la chose qui caractérise le plus la société française, où, et les réseaux sociaux en sont l'expression, on a quand même aussi un déferlement de paroles, d'injures, de violences, dont je ne dis pas qu'il faudrait d'ailleurs les censurer, mais il me paraîtrait quand même assez délicat et inadéquat de dire que nous souffrons aujourd'hui d'une espèce d'omerta généralisée, c'est le moins qu'on puisse dire, que ce n'est pas le cas, sur la question des dangers de l'islam ou des dangers de la religion musulmane. Oui, un tout petit mot sur cette question. Moi, ma crainte, c'est l'autocensure. C'est que l'on s'interdise, nous, de publier une caricature de Mahomet parce qu'on a la trouille de se faire tuer. Alors, ce phénomène, il existe. Mais d'un point de vue sociétal, la jurisprudence protège notre liberté d'expression. D'ailleurs, Charlie avait gagné son procès. La législation nous protège. L'Europe nous protège. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de la liberté d'expression, qui va même beaucoup plus loin d'ailleurs que la jurisprudence française, nous protège. Et puis j'imagine mal que le législateur ait l'idée saugrenue, après cette affaire, de restreindre notre liberté de caricaturer, de polémiquer. Non, pas du tout. Mais le risque, en revanche, c'est un risque d'autocensure. Il y a quand même très souvent, et c'est revenu au cours des très nombreuses émissions qui sont déroulées sur ce plateau, de dire qu'au fond, nous avons tous beaucoup plus de choses qui nous sont sacrées aujourd'hui qu'il y a 40 ou 50 ans, à l'époque où est né Charlie Hebdo, par exemple. Et que nous sommes tous devenus plus sensibles à certaines choses, et que donc, on rit moins facilement. Vous le disiez, on rit facilement de soi-même, mais plus, enfin, c'est facile de rire de soi-même, mais c'est quand on rit des autres que ça pose un problème, et que là, très souvent, on est choqué, froissé, blessé, quand les autres rient de nous. Peut-être davantage qu'autrefois. La transparence, la moralisation, le côté beaucoup plus puritain, moralisateur, tout ça, je suis bien d'accord. Mais rien n'interdit à Charlie Hebdo, ou rien n'interdisait à Charlie Hebdo, et j'espère que rien n'interdira à Charlie Hebdo. Bien entendu, vous parlez de faire de loi, ce qu'il faisait. Voilà. Bien entendu. Je parle d'une protection générale, je pense que. Évidemment. Mais ça peut être une tentation de la part de chacun de se sentir encore plus sensible ou de se réfréner. Christian Scaretti. Oui, non, mais je veux dire, c'est intérieur. Je veux dire, c'est une conviction. Quand vous choisissez l'art que j'ai choisi, les convictions qui étaient les miennes se faisaient au nom d'un certain nombre de principes auxquels je ne déroge pas. Alors ensuite, les situations auxquelles je peux être confronté, qui peuvent engager ma responsabilité et la responsabilité que j'ai d'un public et d'une salle, si cette salle, par exemple, était agressée, peut non pas intégrer une autocensure, mais une pensée de ce qu'on est en train de faire et produire. C'est la façon de le faire, l'art de le faire. Y compris Charlie Hebdo choisissait ses unes, soit dans un sens de provocation, et soit c'est arrivé, avec le concours d'un avocat d'ailleurs, en prudence, ou en tout cas de façon tacticienne, et avec art surtout.
Y Hein, je veux compris dire, quand on fait une émission de y télévision. compris quand on fait. Donc, je veux dire, c'est une conviction. Alors après, c'est la rectitude qu'on entretient en tant qu'artiste vis-à-vis de soi-même. Hein, ce qui est grand dans ce qui s'est produit, à mon sens, c'est que il y a une solitude. Moi, je trouve énorme. Moi-même, hein, j'avais l'impression d'une chose surannée. Moi, pour moi, Charlie Hebdo, j'étais un œil. Mais j'étais pas un militant. J'étais pas en support. Je pense que la peur, ils l'ont connue privativement. Et que le choix était un choix absolu, et qu'ils étaient héros vivants. Morts, ils sont morts. Voilà. Je trouve qu'on a tardé. Voilà. Et je trouve que de ce point de vue-là, dans notre vigilance, dans notre conscience politique au fond, hein, de ce que nous vivions, nous n'étions pas à la hauteur de là où ils étaient. Ça me paraît très clair. Après, l'écho, ou l'appui, ou la conviction qui est la mienne, au théâtre, on le sent très bien, puisqu'on a une communauté réunie. Et elle est spirituelle, cette communauté. Au fond, ce qui m'a... Je ne veux pas être péguin, mais... La République mystique, enfin quelque chose à trouver de spirituel dans la République. Voilà. Moi ça, je l'ai ressenti dans les rassemblements. C'est quelque chose qui nous élève et au nom duquel on trouve la force collective ça va paraître grandiloquent, mais de comprendre pourquoi on peut mourir pour des idées. Catherine Clément. Et une réhabilitation de l'athéisme, ça ne ferait pas de mal non plus. Parce que c'est devenu presque incorrect de dire qu'on est athée. Moi, je suis vraiment athée. Hein. Mais totalement. Et je me battrai pour cette idée-là jusqu'à mourir. Parce que je trouve que, de ce point de vue-là, la France et l'Europe tout entière, hein, elles sont en pleine régression. Mais est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Autant aux États-Unis, on sait qu'il y a un présupposé qui fait que tout le monde croit en un Dieu et fait partie d'une religion, et que les athées, effectivement, sont les moins souvent cités. Autant en France, on peut se dire que la plupart des gens se revendiquent comme athées. Vous n'avez pas ce sentiment? Non, beaucoup moins qu'avant. D'ailleurs, ce que faisait Charlie Hebdo, c'était sur ce socle-là aussi. Hein, c'était une provocation de type athée, anticlérical et athée. Alors ça, c'est en train de voler. Mais il me semble que ça a beaucoup, beaucoup régressé, oui. Alors ils ont commencé pendant la guerre d'Algérie avec Harakiri quand même. C'était un contexte où il y avait déjà ce conflit avec une terre arabe, en tout cas pas une terre d'islam, mais une terre arabe militante. Et il y avait ce socle de la guerre d'Algérie, il y avait l'athéisme, il y avait la paillardise, j'y reviens, ou l'obscénité, enfin comme vous voulez, la grossièreté, et tout ça, oui, il me semble, ça a beaucoup, beaucoup reculé. On est beaucoup, beaucoup trop respectueux des religions. Gérald Garutti. Il me semble que tout le monde ne peut pas être un héros, par définition. En particulier à titre individuel. L'héroïsme peut se choisir, il peut se choisir d'ailleurs en temps de crise absolue. Ce que disait Sartre, nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation, puisque nous devions être ou résistants ou collaborateurs, ou pour certains attentistes. En tout cas, je me permets juste de dire qu'en tout cas les situations de crise radicalisent les choix. Donc ce sont les circonstances qui font les héros. Les circonstances exceptionnelles font les héros. Ce que je veux dire simplement, c'est que, au-delà de la question de l'héroïsme, qui est une question individuelle, et certainement, le fait, d'ailleurs, il le disait, vivre libre ou mourir, il y avait cette phrase de Chartres qu'on a beaucoup entendue, je préfère mourir debout que vivre à genoux. D'accord, vivre libre ou mourir, d'ailleurs, la fin de la devise, liberté, égalité, fraternité, ou la mort. Bon, donc, la devise révolutionnaire. Donc, effectivement, il y a cette question de jusqu'où va-t-on pour non seulement défendre une idée, mais défendre la liberté. Et la liberté comme socle de toutes les autres valeurs qui font la personne humaine. À partir de là, la question pour moi centrale qui se pose aujourd'hui, c'est comment faire non seulement durer ce moment commun, ce sentiment commun, et comment, d'une certaine manière, le transformer, l'institutionnaliser, ce serait peut-être fou comme rêve. Mais en tout cas, arriver à faire en sorte que ce ne soit pas un moment simplement éruptif, émotionnel, une réaction, un contre-coup à la terreur, et que tout cela simplement reparte dans des isolements et se diffracte. C'est, à mon avis, la question, et la question politique, et qui n'est pas simplement soluble par l'État, je pense. Je pense qu'aux différentes échelles, que ce soit des associations, que ce soit des communautés, la question de la communauté nationale, d'accord. On a beaucoup dit que ce sens-là s'était perdu. Le sens en général et le sens de la communauté nationale s'est perdu. Donc, comment retrouver cela? Pour moi, c'est ça la question qui se pose. Et ça, c'est déjà une réponse sur la manière de se compter et de se reconnaître. En marchant dimanche. C'est un début, effectivement. Oui, il n'y aura pas que des Français, il y aura d'ailleurs des chefs d'État, des pays voisins qui vont venir. Je voudrais dire quelque chose sur l'émotionnel. J'ai été extrêmement choquée ce jour-ci particulièrement, mais enfin, depuis le début de ces horribles attentats, je parle du premier attentat, du culte de l'émotion sur les chaînes d'information continue.
et même sur France 2, Laurent Delahousse demandant au ministre de l'Intérieur quel est votre état d'esprit. C'est intelligent comme question, hein, franchement. Il a fait ça tout à l'heure. Hein. Pourquoi est-ce qu'on cherche à psychologiser tout ça? Ça me paraît dangereux. C'est dangereux. Notre époque a le cœur dur et la tripe sensible. Voilà. Mais c'est parce que c'est peut-être aussi parce que c'est un moment particulier que tout le monde se sent un peu, il faut résister à l'émotion. Bouleversé. Moi-même, je bredouille peut-être encore plus que d'habitude. Oui, mais vous n'êtes pas en train de nous tirer vers l'émotion. Non, mais alors, je vous tire peut-être sur la psychologisation. Mais que les journalistes se tiennent bien, enfin, à la fin. Bon, on essaiera. François Espéret. Les chaînes d'information, elles cultivent la tripe. Voilà. Et pas le cœur. Exactement. Et donc, il y a une émotion de la tripe et une émotion du cœur. Et si on amène toute une population dans les émotions de la tripe, après on amène cette même population sur un certain nombre de concessions en termes de liberté. Alors si on les amène sur les émotions du cœur, les gens sentent qu'ils ne peuvent pas défendre ce qui leur est cher en l'abandonnant à un autre endroit. Donc les chaînes d'infos continues, d'un certain point de vue, elles ont quand même beaucoup empêché le pays et les gens individuellement d'avoir une position digne de deuil et de souffrance. Elles ont aussi empêché les forces de police vraiment, à un moment donné, de faire ce qu'elles avaient à faire, etc. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le spectacle permanent passe son temps à défier la réalité, à tel point qu'on est tous extrêmement choqués de voir sur une vidéo internet les deux mecs qui tirent sur un policier, ce qui par ailleurs est un grand classique des films d'action et des jeux électroniques. On a l'impression d'ailleurs que ces deux mecs sont échappés d'une PlayStation et sont rentrés dans le réel. Tout est brouillé et le spectacle médiatique permanent nous interdit d'avoir des sentiments authentiques. On est forcé d'avoir les sentiments que nous imposent les chaînes de télévision, les ministres qui parlent, etc. On est terrorisé à l'idée, puisqu'on parlait de liberté, on est terrorisé à l'idée de ne pas ressentir exactement la même chose, de ne pas être complètement Charlie, exactement de cette manière-là, éventuellement de ne pas pleurer ou de ne pas pleurer autant ou de pleurer autrement. Et si on parle de liberté d'expression, on doit aussi parler de liberté de souffrir à sa manière, de liberté de rire à sa manière, et les mecs de Charlie Hebdo étaient là-dedans. Et je pense qu'ils seraient assez contre cette espèce de deuil unilatéral imposé, assez larmoyant et pour le coup assez politiquement correct et qui a à peu près rien à voir avec leurs lecteurs qui n'étaient pas 60 millions. Et eux, ils souhaiteraient quelque chose de différent, de plus individuel, de plus autonome. Et c'est par des deuils autonomes, des colères autonomes, travaillant ensemble, que la société pourra réagir, et pas par rapport à une conversion par les médias et par l'État d'un truc qui serait la douleur commune, qui n'existe pas vraiment, de mon point de vue. Oui, dans Nous sommes tous Charlie, on entend, c'était un peu ce que vous disiez aussi, quand même comme un remords, hein, parce que effectivement, cette espèce d'unanimisme un peu généralisé, et j'aime bien l'expression que vous avez d'émotion du cœur, parce que le cœur, ça a quelque chose d'intelligent, il y a une intelligence du cœur et aussi une réflexivité. Effectivement, il faut aussi reconnaître le droit, même dans les moments d'extrême tension, d'extrême émotion, de ne pas avoir toujours quelque chose d'univoque à dire, de ne pas avoir une vérité ou un slogan absolument certain. Et j'en reviens toujours à cette première manifestation à la République, où il y a eu comme ça une espèce de silence, et puis on voyait, alors à un moment, il y avait des individus qui essaient d'entonner une Marseillaise. Et ça n'a pas pris. Et c'est évident que ça ne prenne pas. Parce qu'entonner une Marseillaise, quand on rend hommage à Cabu, par exemple, qui était quand même le parangon, et c'était bien son droit, de l'antimilitarisme, d'une certaine manière, d'une critique extrêmement violente, de tout ce qui est même patriotisme, On voyait bien que les individus, on ne savait pas très bien. Alors on essayait plusieurs choses, on a eu le mot liberté qui arrivait, mais il n'y avait pas, et c'était ça qui était peut-être ce que vous appelez aussi l'intelligence du cœur, un mot, contrairement ou par opposition ou un slogan, par opposition au discours officiel ou au discours médiatique, qui finit toujours par ramener en quelque sorte l'émotion à ce que vous appelez les tripes, c'est-à-dire en réalité à une espèce ou de colère ou d'indignation ou de tristesse un peu affectée. Non, quand on a des individus, et là je rejoins ce que dit Catherine Clément, qui étaient des anticléricaux radicaux, qui étaient des anti-militaristes, qui étaient des anti-policiers, on ne peut pas leur mettre sur le compte de leur symbolique, je dirais, ce que d'autres ont bien le droit d'aimer, c'est-à-dire après tout l'amour national, l'amour de la patrie, etc. Non. Enfin, pardonnez-moi, mais excusez-moi, Jeannette Bougrab, elle a parlé du Panthéon pour ces hommes. Et c'est la femme de l'un d'entre eux. Je pense qu'on ne peut pas faire parler les morts. Ensuite, chacun réagit avec sa sensibilité propre. Mais qu'il y ait une immense émotion dans ce pays, je pense qu'il n'y a rien à en dire. Ensuite, le traitement médiatique, c'est peut-être une autre émission, c'est peut-être un autre sujet. Peut-être qu'il y a du lacrymal, peut-être que... J'entends bien tout ça. Moi, je voudrais, pardonnez-moi, qu'on revienne 2 secondes à la question initiale, celle de nos peurs.
ou celle de nos émotions d'ailleurs, parce que ce sont des choses que l'on conjugue. Qu'est-ce que l'on en fait? Est-ce qu'on s'arrête là dans 15 jours et qu'on passe à autre chose, au gré peut-être des chaînes d'information continue, ou est-ce qu'on fait un vrai travail de fond? Comment on islamise des gamins dans nos cités? Voilà une vraie question. Voilà une vraie réflexion. Il faut que des gens compétents se mettent autour de la table. Moi, je pense qu'il y a un déficit culturel gigantesque chez ces gamins. Il y a ici des gens de théâtre. Ces gamins, moi j'en connais quelques-uns, j'en ai côtoyé, je suis avocat. C'est 3 mots. D'ailleurs, on a vu un reportage sur l'un des frères, là. Oui. Il sort avec un de ses potes. Ils ont un volume lexical qui est réduit à sa plus simple expression. Quelle idée, quelle pensée ça véhicule. Et dans le vide absolu, il y a des illuminés qui viennent raconter à ces gamins-là que finalement, il vaut mieux être mort que vivant. Et que la vraie vie commence après la mort. Ça, c'est un truc terrifiant. Et qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Comment on envisage ça? Ça, c'est un vrai chantier. La culture, là, auprès d'un certain nombre de gamins défavorisés des banlieues, ou en détention aussi, la question de la façon dont est enseigné l'islam, le contrôle que l'on a là-dessus, ça, ce sont de vraies questions. Et pardonnez-moi de vous interrompre, Éric Dupond-Moretti, mais on a vu des fanatiques émerger des classes les plus éduquées de la société dans tous les pays et à toutes les époques. C'est vrai. On sait bien que ça n'est pas que ça. Ça n'est pas que ça, mais c'est ça aussi. Oui. Pardon. Il est vrai que l'ignorance est quand même un terreau absolument fondamental du fanatisme. C'est sans être naïf et de penser que la culture sauve tout le monde, bien sûr que non, mais il n'empêche qu'avoir des outils de pensée et surtout un rapport au temps, je vous rejoins absolument là-dessus, d'avoir le temps de la pensée, le temps du travail. Et donc cette question-là... Il y a un chantier gigantesque qui s'ouvre là. Et donc là, effectivement, pour le coup, nous avons une responsabilité. Nous avons un travail, ce travail-là à mener. Ce travail, c'est aussi là que cette forme de résistance, évidemment qu'il faut raisonner les émotions. Enfin, la dialectique entre émotion et raison est archi classique, mais opposer raison et émotion, dans ce cas-là, il n'y a plus d'art, parce qu'un art sans émotion est un art mort, et un art sans raison, sans forme aussi. Donc, évidemment que l'art ou la pensée, donc, l'homme est fondé sur ces 2 dimensions. Donc, à mon avis, cette alternative-là est complètement, enfin, si on en fait une chose binaire, c'est faux, c'est complètement manichéen. Et je pense qu'évidemment qu'il faut travailler à partir de ces émotions-là, à un dépassement, à un raisonnement et à construire, en particulier auprès de ces jeunes que vous évoquez, à construire une pensée, construire un raisonnement, construire une alternative, construire un sens finalement. Et ce sens-là, tous les outils sont bons. Ça peut être un dessin, ça peut être un rapport au verbe, ça peut être une plaidoirie, ça peut être une forme de pensée. Donc à partir de là, je pense que le travail est là, mais ça suppose déjà cette prise de conscience. Et il me semble que nous sommes en train de l'avoir, que c'est un début. Catherine Clément? Moi, je me sens un travail qui se compare au travail de sortie d'une secte, qui est très très difficile. C'est très difficile. Je trouve qu'ils ne sont pas en colère, ces jeunes gens. Ils sont envoûtés, ils sont sectaires au sens de obéissant à une quand on les écoute ou quand on écoute ce qu'il reste d'eux par la suite, ce qu'ils peuvent dire parfois, et même tout simplement ce qui circule sur les sites des groupements islamistes, on sent vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis de ceux l'Occident est désigné comme le diable, il est désigné comme l'ennemi. C'est pas vraiment une colère, parce que la vraie pulsion, c'est la pulsion de mort. C'est ce que vient de dire Éric Dupond-Moretti, c'est-à-dire la mort, c'est mieux que la vie. C'est vraiment, et c'est qu'à peu près toutes les sectes sont comme ça. Hein. Pensez à Guyana, au suicide des Guyana. Et le travail de sortie d'une secte, c'est très compliqué, ça c'est vraiment très difficile, mais ça aussi, ce travail, il existe. Kautar Archi, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, par rapport à ce qu'on disait, ces gamins, ils sont pas non plus dans la nature, ils sont pas nés du ventre de leur mère et puis ensuite, comme ça, allant et venant dans la France rurale ou urbaine. C'est des enfants qui sont passés par l'école, ensuite c'est des enfants qui, la plupart du temps, adolescents, etc., sont passés par la prison et qui ressortent de ces expériences-là encore plus radicalisés que lorsqu'ils n'y étaient pas encore entrés. Donc moi, je crois qu'effectivement, il y a tout un travail à faire à partir de la question de la culture, à partir de la question de la création, à partir de la question de l'improvisation, du théâtre, des ateliers d'écriture, etc. Mais on ne peut pas aussi, nous, en tant qu'individus, prendre en charge ce qui revient à la responsabilité étatique, ce qui revient à la responsabilité de nos gouvernants. Moi, je suis toujours très étonnée de voir, à partir du moment où un nouveau ministre de l'Éducation
arrive en scène, quelles sont les réformes qu'il décide de mettre en place. Généralement, c'est une histoire de calendrier, c'est une histoire d'agenda. Alors oui, effectivement, c'est très important les temps scolaires. Et en même temps, à partir du moment où les statistiques, etc., vont quand même toutes dans le même sens, à savoir que l'école participe à reproduire les inégalités sociales, si ce n'est à les rendre d'autant plus fortes, il y a là un chantier qui, oui, dépend de nous, mais nous dépasse aussi. Et je crois que nous avons aussi tous une responsabilité, en tant qu'artistes, en tant que citoyens, mais aussi en tant que futurs électeurs. Revenons à la question des libertés, dont on peut se dire que la première des tentations, après des événements comme ceux que nous venons de traverser, c'est évidemment de les renier. On a parlé d'un 11 septembre à la française. Certains considèrent, et pas seulement d'aujourd'hui d'ailleurs, que nous sommes en guerre. Tout ça peut justifier le fait que nous soyons tentés, et pas seulement l'État, parce qu'on dit toujours l'État, mais ça peut être une tentation des uns et des autres que de renier nos libertés au nom des précautions qu'il faudrait prendre à partir de ce moment-là. Et c'est certain que dans les jours qui viennent, on va commencer à en parler. Alors qu'en est-il, là aussi, de ces tentations-là, François Guéry ? Les problèmes qu'on vient d'évoquer sont, à mon avis, directement la réponse concernant ces libertés. Se poser comme libre, c'est un geste ou un acte qui est en relation avec la servitude de ceux avec qui on vit. La seule question n'est pas si nous continuons à être libres, mais de voir dans quel type de servitude sont ceux qui sont menacés potentiellement de devenir nos ennemis et nos ennemis de l'intérieur. Ça vient d'être discuté. Or, si on fait une investigation du côté ce qu'on peut appeler le terreau du premier terrorisme européen, je parle des nihilistes russes, de ces années avant la révolution bolchevique, toute la fin du XIXe siècle, dont par exemple un auteur comme Dostoïevski a traité merveilleusement et en même temps d'une façon tellement avec une telle détresse, en accentuant à ce point la détresse. Les personnages qu'il met en scène et qui deviennent des terroristes, des dangers publics, sont surtout frappés par le sentiment de n'être rien. Alors par exemple, les carnets du sous-sol dont on a parlé tout à l'heure pourraient s'appeler aussi les carnets du trou de souris. C'est une traduction qu'avait proposée Nabokov jadis. Le personnage, Ordinov, qui est un peu le modèle de Raskolnikov et lui-même le modèle de Netchaïev et finalement, par toutes sortes de transitions, le modèle de Lénine, du bolchevisme, etc., c'est quelqu'un qui a le sentiment de ne pas exister. Et donc la toute première violence qu'il ressent, si on veut, c'est la violence que lui oppose sa propre nullité. Il voudrait exister. Et je pense que l'explosion, et en particulier l'explosion haineuse, l'explosion de rage, l'explosion destructrice, tient d'abord à ce sentiment d'absolue misère. Et je pense qu'il ne suffit pas que nous soyons libres, il ne faut pas que d'autres soient à ce point dans une servitude et dans une misère qui tient au sentiment de n'être au fond ni regardé, ni considéré, ni aimé, ni même en allant un tout petit peu plus loin, au fond, le sentiment de ne pas être du tout. Alors là, ce néant-là, je crois, nous devons le réparer. Michael Fessel. La question sur la guerre, le nihilisme que vous évoquez, c'est aussi le sentiment d'un individu complètement vidé de toute espèce d'affirmation qui se sent en guerre contre le monde. Alors, oui. Par contre, moi, je résisterais d'un point de vue sémantique et surtout juridique je sais bien que maintenant, cette formule du fait des émotions, précisément qu'on évoquait, nous sommes en guerre, ou on nous a déclaré la guerre, on nous a peut-être déclaré la guerre, ce n'est pas une raison pour accepter les termes de l'ennemi, si vous voulez, en l'occurrence, ou de ceux de l'adversaire ou du terroriste. Parce que la guerre, depuis Rousseau, c'est une relation d'État à État. Oui. C'est une relation politique qui implique que l'on reconnaisse la distinction entre civil et militaire. Qui devrait en tout cas l'impliquer. Par conséquent, elle ne concerne pas le terrorisme, qui est précisément la négation de la distinction entre civil et militaire.
Donc je refuserais, c'est pas simplement une question de sémantique d'un philosophe qui est intéressé Pardon, par Michael le sens. Fessel, mais depuis longtemps maintenant, et depuis qu'on a des avions et qu'on bombarde, on sait très bien que la nuance entre le civil et le militaire, malheureusement, n'est plus tellement faite pendant les guerres. Le nombre de civils qui meurent dans les guerres est exponentiel. Au cours du XXe siècle, il n'a cessé d'augmenter. Comme vous le dites, malheureusement, et j'ajoute quand même que les conventions de Genève continuent quand même à s'appliquer pour ceux qui, comme on le dit d'ailleurs, sont des criminels de guerre, c'est-à-dire précisément ne respectent pas les lois de la guerre. Mais c'est pas simplement une affaire, disons, sémantique, c'est parce que il faut aussi savoir comment on définit le terrorisme. Et le terrorisme, il était, jusqu'à récemment d'ailleurs, dans le code pénal, défini sous la catégorie, je parle sous l'autorité de Maître Dupond-Moretti, sous la catégorie du crime organisé en bande organisée, c'est-à-dire c'est une catégorie du droit pénal. Ça veut dire qu'on implique des moyens, il faut lutter, de justice, de police. Ça ne veut pas dire que nous sommes en guerre, parce que l'idée de guerre, d'ailleurs vous avez aussi évoqué à un moment la métaphore du 11 septembre, c'est notre 11 septembre, aussi un effet peut-être un peu de rhétorique médiatique, parce que... Ce n'est pas moi qui le dis. Non, bien sûr, non, vous avez évoqué, c'est la une du monde, je crois d'ailleurs. J'espère que ça n'est pas notre 11 septembre pour des raisons aussi qui tiennent à ce qui s'est produit après le 11 septembre, c'est-à-dire dans cette guerre contre le terrorisme qui a été déclarée à ce moment-là par George Bush, qui a impliqué toute une série de législations. Donc Guantanamo est encore le résidu, je trouve ça, et qui n'est pas fini, et qui n'est pas terminé. Par conséquent, la guerre contre le terrorisme implique, si vous voulez, toute une rhétorique de l'ennemi un peu indifférenciée. Il me semble que la lutte pénale et la lutte policière contre le terrorisme, qui est un crime avant d'être un acte de guerre, je dirais même d'une certaine manière qu'il n'y a aucune raison de décerner le statut de soldat à des individus qui s'en prennent ainsi à des civils. C'est pourtant ce qu'on a beaucoup entendu, que c'était des soldats. On a beaucoup entendu que c'était des guerriers, des soldats. Je trouve ça aussi très dangereux. C'est aussi une bande de pieds nickelés. Pardon, le phénomène très groupusculaire du terrorisme russe dans les années 60 a fini par donner quelque chose qui était un agrandissement immense, c'est-à-dire l'État bolchevique. Et par ailleurs, les groupuscules nazis sont devenus l'Allemagne nazie. Donc il faut quand même voir aussi la chose dans son émergence et dans le risque de prendre corps et de devenir précisément relation d'État à État, hélas. Hélas. Or, précisément, avec Daesh, il y a la tentation de Daesh d'apparaître. C'est néanmoins ainsi qu'il voudrait être considéré et appelé. C'est toute la question. Quand ils disent un califat. C'est pas pareil. Une dernière chose, là, où on passe à la question suivante que je voulais vous poser, évidemment, parce que ça aussi, ça fait partie des questions qui commencent à se poser, c'est comment ne pas céder aux amalgames, étant donné que le but de toute forme de terreur ou d'intimidation, c'est justement de nous dresser les uns contre les autres et de rendre la haine et l'affrontement inéluctables. Alors là aussi, commençons à réfléchir. François Espéré. Il faut faire attention aux amalgames, d'où qu'ils viennent. Je pense par exemple qu'il y a un amalgame à dire qu'on a de rapports sacrés qu'aux religieux. Oui. Et que par conséquent, les seules personnes qui refusent qu'on se moque d'elles seraient les religieux. C'est bien sûr totalement faux. Dès que quelqu'un a un rapport sacré à quelque chose, il prend mal le rire contre son propre sacré. Donc la production d'amalgame qui est à l'œuvre sur fond d'émotions mal comprises, elle est effectivement dangereuse, mais elle commence aussi dans le fait de parler de barbarie d'un côté et de civilisation de l'autre, parce que ce qu'on amalgame derrière barbarie, c'est ce qu'on disait, c'est des gamins qui nous doivent beaucoup plus à la civilisation qu'à la barbarie. C'est 4 mois au Yémen contre 22 ans en France dans le système scolaire français et à l'aide sociale à l'enfance. Donc, il ne faut pas donner l'impression qu'il y a un endroit du monde qui serait la barbarie et qui produit quasiment des ovnis, et un endroit du monde qui serait la civilisation qui ne produit que des gens civilisés, que des Charlie. Il n'y a pas des barbares et des Charlie. Et en tout cas, la France, dans sa production de citoyens, elle produit des citoyens qui peuvent devenir l'un ou l'autre avec des périodes de vulnérabilité, etc. Donc moi, je pense qu'il faut être très vigilant sur cette espèce de grand concept rassurant mais très dangereux de la barbarie. La barbarie étant principalement produite chez ces gens-là parce que nous, on appelle la civilisation, et pas par d'autres entités. Charles Garuti. Je suis parfaitement d'accord que donner une assignation géographique ou culturelle à barbarie civilisation est un amalgame et simpliste et dangereux. Par contre,
l'espèce de mauvaise conscience qui consiste à dire que la barbarie est une réaction contre la civilisation qui la rejette, me paraît un phénomène, d'autoculpabilisation assez dangereuse et qui en plus rencontre chez ceux qui veulent la destruction de la civilisation finalement toutes les armes pour continuer à la détruire. Je pense que la différence c'est pour moi un état d'esprit quand je parle de civilisation et de barbarie, c'est une question d'état d'esprit. Donc la question de la citoyenneté, etc., n'entre pas du tout en jeu, à mon sens. À mon sens, c'est pourquoi vit-on ? Voilà. Est-ce qu'on est dans une logique de... Vous parlez de pulsion de mort, le nihilisme de logique de destruction. Est-ce qu'il s'agit d'une destruction radicale ? Et cette tendance a une histoire, effectivement. Est-ce qu'il s'agit de raser le monde, de raser l'autre, au nom d'une suprématie, au nom d'un écrasement de liberté ? Très bien. Voilà. Ou est-ce qu'il s'agit de tenter d'assurer les autonomies, les singularités que vous évoquiez, les libertés, etc. Voilà. Je parle donc d'un état d'esprit. Néanmoins, on est d'accord qu'on est sur des barbares qui parlent notre langue et qui viennent de là où on est, donc on n'est plus dans l'étymologie du barbare, qui est celui qui parle une autre langue et qui vient d'ailleurs. Le danger de l'approche. Il n'est pas anodin de prendre ce nom-là pour des gens qui sont des gens qui viennent de chez nous et qui parlent notre langue. Le danger de l'approche, à mon avis, étymologique ou d'une approche trop juridique ou sémantique, que ce soit pour le cas de barbare ou de guerre, et qu'au bout d'un moment, on a du mal à comprendre les phénomènes qu'on évoque. Et parce qu'ils sont difficilement compréhensibles. Mais bien sûr. Pardonnez-moi, mais dès l'instant où on parle de guerre, de toute façon, on est toujours le barbare de l'autre. C'est toujours dans une guerre, il y a toujours un camp qui pense que l'autre camp est barbare. Alors, comment qualifieriez-vous le fait que deux hommes viennent dans une rédaction, massacrent 12 journalistes, dessinateurs, et plongent un pays dans un état de choc absolu, et en ayant frappé à la fois la République, la démocratie, la liberté d'expression, l'esprit critique, l'art, etc. Comment est-ce que vous qualifiez ça ? J'assume d'avoir du mal à le qualifier. Voilà. Et si jamais je le qualifie de barbare, c'est immédiatement en précisant que cette barbarie est née de ce qu'on appelle civilisation et qu'il n'y a donc pas une frontière avec d'un côté une civilisation qui ne produit rien de mal et de l'autre une barbarie qui veut atteindre cette civilisation et que les choses sont imbriquées. Mais j'assume d'avoir du mal à le caractériser. La civilisation n'est pas pure, elle n'est pas entièrement positive. La civilisation, évidemment, est composée et mêlée. J'essaye simplement de raisonner en termes, j'allais dire, moraux. Et non pas en termes, encore une fois, culturels ou en termes politiques. Le point de vue est ici moral. Catherine Clément ? S'il fallait que je le définisse, ça va paraître peut-être excessif, mais en chiffres, c'est peu, mais c'est un crime contre l'humanité. Carrément. Ce qui s'est passé à Charlie. C'est-à-dire que ce que vous avez défini, les atteintes qui ont été faites, ce n'est pas juridiquement conforme à la définition des Nations Unies. C'est pas juste. C'est le moins qu'on puisse dire. mais je pense que c'est quand même la dimension qui est dominante. C'est bien quand même ça qu'ils ont essayé d'atteindre. Revenons à la question de l'amalgame, parce que là aussi, les amalgames peuvent être tous azimuts. Alors sur ces questions, Kautar Archi. Si on est honnête, un instant, on considère que le plus grand des amalgames qui nous guettent, c'est celui qui considérerait effectivement, et c'est des choses qu'on a entendues à la radio, à la télévision, parfois dans des journaux aussi, concernant la population musulmane. Mais on a entendu, vous le reconnaîtrez aussi, tout le contraire, c'est-à-dire sans arrêt, de grandes personnalités, des gens très connus et des gens inconnus se sont dressés contre cette forme-là d'amalgame. Mais même le président de la République, dans son allocution de 20 heures, qui a effectivement insisté à la fois sur le caractère antisémite de ce qui s'est passé dans l'hypermarché à Cacher à Vincennes, et aussi dans le fait de faire une distinction très, très claire et très ferme entre ce qui s'est passé et la religion musulmane. Mais encore une fois, certaines attaques contre des mosquées. Exactement, tout à fait. Mais encore une fois, le fait que certaines personnes demandent à d'autres personnes de se justifier, demandent à certaines personnes de prouver que leur cœur est vraiment attaché à la France, que leur attachement est véritablement viscéral à la notion de liberté, etc. C'est déjà, d'une certaine manière, commencer à faire un travail d'amalgame, à faire un travail de confusion. Moi, Vous voulez dire qu'on demande à ceux qui appartiennent à la religion musulmane de se désolidariser et de leur demander à eux et de ne pas le demander aux autres. Oui, exactement. Je crois que ça, c'est quelque chose de très dangereux. Moi, je me sens toujours... Ça m'est arrivé à certaines reprises, que ce soit dans des échanges informels ou dans des échanges plus publics, que j'exprime clairement ma position vis-à-vis
de ce qui s'est passé parce qu'on suppose que je suis musulmane, mais peut-être que je suis athée, peut-être que je suis agnostique. Finalement, personne ne sait, au fond, à part moi. Et là, il y a un risque d'amalgame qui, pour moi, me paraît d'autant plus dangereux qu'il est en plus inscrit dans une certaine histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu ce qui s'est passé à la rédaction de Charlie Hebdo, mais ce que je nommerais la problématique musulmane en France, c'est quelque chose d'ancien. C'est quelque chose qui fait la part belle la plupart du temps aux partis populistes dès lors qu'ils évoquent la question de l'immigration. C'est quelque chose qui a été très présent aussi dans l'esprit de certains conservateurs qui regrettent le règne passé d'une chrétienté qui serait pure. C'est quelque chose qui est très présent aussi dans certaines associations laïques qui ont poussé la laïcité jusqu'à une certaine forme de radicalisation qui est aussi très critiquable. Donc par rapport à cet amalgame-là qui touche la population musulmane, moi je crois qu'il y a une chose de très claire à dire, c'est qu'il ne faut à la fois pas dédouaner l'islam et il ne faut pas non plus l'incriminer. Et je crois que les deux positions sont très importantes. À la fois on ne peut pas se satisfaire d'une population musulmane qui se dirait victime, par exemple, parce que je crois que nous ne sommes pas victimes, nous devons être acteurs, nous devons jouer notre rôle de citoyen et nous devons exercer notre liberté d'expression. Et quand je dis nous, là, je ne parle pas en tant que musulmane, mais bien en tant que citoyenne française, et pas non plus tomber dans l'incrimination. Mais pas parce qu'il faudrait avoir une réaction d'autodéfense, simplement parce qu'à la fois dire l'islam victime, comme c'est souvent le cas dans la communauté, enfin dans toutes les galaxies qui luttent contre l'islamophobie, et tous les autres qui, au contraire, sont dans une espèce de tentative de dire que finalement l'islam et la société française, ce serait comme l'huile et l'eau, c'est-à-dire que ce serait totalement incompatible. Je crois que ces deux positions sont deux positions qui sont très dangereuses et qu'il faut à la fois remplacer l'autodéfense par un phénomène d'autocritique. Je crois très sincèrement que la population musulmane a un travail d'autocritique à faire, mais plus précisément encore que le monde musulman doit se réfléchir. Le monde musulman a tendance à prendre l'Occident comme miroir. C'est bien aussi parfois d'avoir dans le miroir sa propre image. C'est un premier pas vers la réflexivité. Et je crois aussi que le mouvement antiraciste dans sa globalité, qui regroupe une grande partie de la gauche, doit repenser à la fois comment penser la problématique terroriste et comment penser la défense contre l'islamophobie. Mais ni l'une ni l'autre position ne sont des positions satisfaisantes. En tout cas, ça mène à des impasses et à des apories assez terribles. Michael Fossel ? Oui, je suis en accord avec ce que vous venez de dire, mais et en même temps, c'est vrai que cette question de l'amalgame est un peu, ou des amalgames est un peu problématique, parce que vous avez raison de rappeler que toutes les autorités officielles nous rappellent qu'il ne faut pas les faire, et en même temps, on voit bien que les gens les font, enfin beaucoup de gens, bien sûr, les font, parce que aussi, nous avons, nous, les hommes, besoin de catégories plus générales pour penser les choses. Nous aimons bien ça plutôt que les singularités, je crois. Maintenant, il faut aussi pouvoir dire, là, je vais aussi dans votre sens, c'est que pas d'amalgame, bien sûr, entre trois individus dans le décompte qui est fait actuellement et une population et une population de plusieurs millions de personnes en France, 1 milliard dans le monde. Mais on peut aussi pouvoir dire, ou il faut pouvoir dire que dans toutes les religions monothéistes, l'islam comme les autres, il y a un rapport, je dirais par essence, à la violence. Je ne dis pas au terrorisme, mais à l'affirmation qu'il n'y a qu'un seul Dieu. L'affirmation d'une absoluité de ce Dieu. Après tout, celui qui a dit « je suis venu apporter le glaive et pas la paix », c'est Jésus, c'est pas Mahomet. C'est propre au monothéisme. Et ça, je crois, et ce n'est pas une critique même du monothéisme que de dire cela, c'est simplement un constat, parce que on ne peut pas demander à des religions, si vous voulez, c'est pour ne pas non plus tomber effectivement dans l'autre excès un petit peu idéaliste qui consiste à dire l'islam, le christianisme, le judaïsme sont des religions naturellement démocratiques. Ça n'a même pas de sens de dire cela, parce que comment peut-on demander à des textes qui ont été écrits il y a 2500 ans, 2000 ans, 1600 ans, d'épouser des sociétés qui sont les nôtres. Non, il y a un difficile dialogue, et parfois c'est un dialogue même violent, entre ces textes, qui sont des textes qui portent néanmoins sur un absolu, et ce que nos sociétés sont,
qu'elle revendique d'être, c'est-à-dire tout de même la reconnaissance d'un certain relativisme. Et on ne peut pas, je crois, non plus, il ne faudrait pas non plus tomber, parce qu'on serait toujours démenti par les faits, dans une espèce d'idéalisme qui consisterait à faire de toutes les religions, dans une espèce d'œcuménisme joyeux, des morales tout à fait solubles dans la démocratie. La religion catholique, pour prendre cet seul exemple, a mis au moins 2 siècles à comment puis-je dire, non pas se dissoudre, mais s'acclimater à la démocratie. Et on a eu des manifestations beaucoup moins graves que ce que nous avons vécu, mais des manifestations récemment qui montrent qu'il y a encore, dans, je dirais, le caractère extrêmement puissant du lien de l'homme croyant à son Dieu, il y a des germes, sinon de violence, du moins d'intransigeance, qui ne sont pas spontanément démocratiques. Mais ce qui est le cas aussi avec des théories révolutionnaires, c'est-à-dire que ce hiatus entre la démocratie parlementaire et des pensées plus absolues ou plus radicales, il a aussi existé avec le terrorisme d'ultra-gauche. Donc il faut juste accepter qu'une pensée religieuse ou non religieuse très radicale et très contestataire peut ne pas se dissoudre dans la démocratie, même la meilleure des démocraties, même avec les meilleures intentions du monde, on est sur des hiatus. Vous voulez dire qu'il y en a toujours eu et qu'il y en aura toujours selon les époques? Je dis que quand on lit les textes de Rosa Luxembourg, qui a pourtant une rue à Paris, quand on lit son analyse des peuples européens qui rentrent dans la guerre et du prolétariat qui est emmené dans la guerre par les centrales syndicales, qui pourtant étaient totalement pacifistes un mois avant, on se dit il peut aussi y avoir des figures cohérentes intellectuellement, humanistes et révolutionnaires qui ont des rapports violents avec ce que nous on appelle démocratie, et que le XXe siècle il a été fait de ça, et de certaines figures qu'on honore même aujourd'hui, et qu'il faut aussi qu'on ait ce sens de la nuance. Puisqu'on étend justement à la question politique, puisqu'il y a une marche républicaine d'Union nationale qui est organisée dimanche, que certains partis ont d'ores et déjà dit qu'ils ne voulaient pas y participer parce qu'ils ne voulaient pas être avec d'autres, que d'autres n'ont pas été invités et s'en plaignent. Alors là aussi, est-ce que cette question, il va en être beaucoup de questions, Éric Dupond-Moretti? Oui, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Je vous en prie. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites les uns et les autres sur la question des musulmans. Les musulmans. Des musulmans, oui, les amalgames qui sont faits. Et l'idée qu'on puisse demander finalement aux musulmans, à leurs représentants, de dire haut et fort qu'ils n'ont strictement rien à voir avec ces 3 ou 4 illuminés là, qui sont des terroristes. Il suffit de regarder les chiffres du Front National. Vous savez que les Français n'ont pas compris ça. Certains Français ne l'ont pas compris. Et moi, je pense que c'est une occasion historique de dire à quel point les musulmans n'ont rien à voir. Et il faut qu'ils le disent, haut et fort. Parce que le silence serait perçu, d'abord ne serait pas compris, il serait en quelque sorte assourdissant. J'espère que dans cette manifestation dimanche, il y aura des milliers et des milliers de musulmans, pour que l'on fasse comprendre à tous ceux qui sont dans l'amalgame que ces amalgames ne peuvent pas être faits. Et je suis sur la position de Robert Badinter, qui dit il faut que ces gens-là s'expriment, il faut qu'ils disent haut et fort. Pourquoi? Parce qu'avant les événements, il y a je ne sais combien de pourcents de Français qui votent Front National. Et ça signifie que les messages n'ont pas été compris. C'est pragmatique. Je sais que ça pose aussi les problèmes que vous dites. J'entends ce que vous dites. Vous dites au fond, si l'on demande aux musulmans de se détacher, c'est que, d'une certaine façon, j'entends ça parfaitement. Mais je dis aussi que c'est une occasion historique de dire, une fois pour toutes, que les musulmans de France, qui sont des millions, n'ont rien à voir avec les illuminés qui ont fait ça ces heures dernières. Et je pense qu'on ne peut pas louper le coche. C'est mon sentiment. Et j'entends parfaitement ce que vous me dites et les réserves que vous avez émises. Alors je vais rajouter une question, c'est est-ce qu'il ne faut pas louper le coche, pardon, je vous donnerai la parole, pas louper le coche aussi, la question des électeurs, des militants du Front National, est-ce qu'il faut les intégrer à cette marche républicaine, oui. Je ne cite que, oui. Ou au contraire, il faut faire la séparation non. Catherine Clément dit qu'il faut les intégrer. Oui. Voilà. Résolument. Je voudrais juste répondre. Je me permets aussi de revenir un instant en arrière. C'est ce que j'appellerais une injonction contradictoire. Dans les débats qui sont relatifs à la laïcité, qui sont tout à fait légitimes, etc., et qui sont justes,
on demande à une certaine population de ne pas se communautariser. Donc on dit que la communauté musulmane ne doit pas être une communauté, elle doit intégrer, elle doit se dissoudre, elle doit exister parmi le cœur de la nation française. Et dans d'autres situations, comme vous venez de le faire, et en même temps je comprends aussi la difficulté dans laquelle tout cela nous plonge, on demande à ceux à qui l'on dit « ne soyez pas communautaristes » de répondre comme une communauté, comme si finalement il existait en France, dans un quartier quelque part, une population de 5 millions d'habitants qui vivaient ensemble. Mais c'est totalement faux. On voit bien que dans la plupart des actes terroristes, il y a toujours des gens de culture, de confession, de noms à consonance musulmane qui sont touchés. Ça veut bien dire que ces gens-là, je les appelle comme ça à défaut de pouvoir les appeler autrement, font partie des corps enseignants, du corps des avocats, des corps politiques, des militaires, des journalistes. Donc si je me permets de pousser la logique encore plus loin, qu'est-ce que cela veut dire de dire... Madame, ça n'est ni pour vous ni pour moi. Laissez juste la terminer. C'est très compliqué, ça veut dire, si j'essaye de prendre ça avec humour, que doivent faire ces gens-là? Que doit faire celui qui s'appelle Mohamed et qui est de confession musulmane? Il doit aller à la manifestation en babouche avec un plat de couscous sous le bras pour signifier qu'il est là. On ne peut pas demander, ce n'est pas possible. Et en même temps, je tiens vraiment à le dire, autant je suis contre la position victimaire qui me semble parfois beaucoup trop exacerbée parce que c'est une facilité, et je suis contre aussi la position qui consiste à faire comme s'il existait un corps musulman. Il n'y a pas de communauté musulmane, il y a une population musulmane qui, la plupart du temps, en plus, ont un rapport particulièrement complexe à la religion, comme tous les croyants ont un rapport complexe à la religion. Il reste 1 minute dans cette émission et on ne peut pas déborder. J'ai parfaitement compris ce que vous me dites. Je ne pense ni à vous ni à moi. Oui, je pense à ceux qui votent en pensant aux amalgames. Je pense que le silence serait pire que la récrimination et la condamnation. Mais ce n'est pas une question de silence, c'est une question d'inaudibilité. C'est différent. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose pour les quelques secondes qui nous restent? Sur l'unanimisme qui a suivi ce meurtre ignoble, toute la France debout, dehors, etc. Je pense que c'est un mouvement qu'il ne faut freiner en aucune manière, ne rien exclure, pousser au contraire dans le sens de cet unanimisme quasi miraculeux. Je ne l'ai jamais vu de toute ma vie. Certains sont morts pour la liberté, la question c'est bien comment vivre ensemble, et c'est ce qui se pose aujourd'hui. Je vous remercie tous les 8 d'avoir participé à cette émission délicate, évidemment. On est tous, je l'ai dit au début de cette émission, encore sous le coup de l'émotion et ça risque de durer encore un certain temps. On se quitte avec IBI. Ce sont 2 sœurs, elles sont jumelles, elles sont françaises d'origine cubaine. La chanson qu'elles vont nous interpréter a déjà été vue plus d'1 million de fois sur Internet. Elle s'intitule River. IBI, c'est à vous. Wash my soul, I will come to you, river. Wash my soul, I will come to you, river. Wash my soul. Carry away my dead leaves, let me baptize my soul with the help of your waters. Sing my pains and complaints, let the river take them, river. Drown them, my ego, where my life, let me baptize my soul with the help of your waters. Those who need so ashamed, let the river take them, river. Drown them. Come to your river. I will come to your river. I will come to your river.
wash my soul. I will come to you, river, wash my soul. I will come to you, river, wash my soul. Carry away my dead leaves, let me baptize my soul with the help of your waters. Sink my veins and complaints, let the river take them, river, drop them. My ego and my flame, let me baptize my soul with the help of your waters. Those who means are so ashamed, let the river take them, river, drop them. Come to you, river. I will come to you, river. I will come to you, river. Come to you, river. Wash my soul. I will come to you, river. Wash my soul. I will come to you, river. Wash my soul. When we love